Voilà, donc bonjour à tous et à toutes pour cette première conférence de printemps pour laquelle on a le plaisir d'accueillir 4 chercheurs qui vont nous présenter une première étude pilote en psychologie qui porte sur un sujet non seulement très intéressant mais également très important, des enjeux de la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation palliative. Donc, on est très content de vous recevoir et d'entendre les premières pistes de cette étude. Donc, sans plus tarder, je vais vous passer la parole. Vous pourrez prendre le temps de vous présenter. Et avant de commencer, je précise juste, donc je l'ai dit déjà dans le chat, pour tous ceux qui participent à la conférence et qui n'interviennent pas, on vous remercie d'avance de couper vos micros et vos caméras pour le confort des intervenants, pour éviter tous les bruits parasites, et puis aussi pour la qualité de l'enregistrement. Si vous avez des questions à adresser à nos intervenants, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Vous pouvez le faire au fil de l'eau pendant la conférence. Et ensuite, nous, on les reprendra et on les adressera aux intervenants à la fin de leur intervention. Voilà, mais écoutez, je vous passe la main pour votre présentation en vous remerciant à nouveau d'avoir répondu à l'invitation et on a hâte de vous entendre. Alors Marie, ça doit être bon. Normalement, ok. Alors pour Marie, ton l'instant, micro est coupé. Faut que tu mettes le son. Oui, je disais peut-être qu'on peut se présenter juste avant que je prenne la main, comme ça. Du coup, moi, je m'appelle Marie Sonrier, je suis psychologue clinicienne et chercheuse. Et j'ai travaillé essentiellement dans le monde de la maladie somatique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé sur cette étude sur laquelle Cécile m'a amenée. Voilà. Nicolas, tu veux te Donc, Nicolas présenter? Wagner, je suis doctorant en sociologie au CNAM et je m'occupe du groupe de travail Jeune Génération de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui a porté cette étude donc en lien avec la Société de soins palliatifs pédiatriques et avec le laboratoire de psychopathologie et processus de santé. Donc, je prends la suite avec une certaine logique. Donc, moi, je suis Cécile Flao, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Paris. Je m'occupe notamment de recherche autour de la psychologie de la santé. Je travaille plus spécifiquement dans le champ de l'oncologie et du deuil. Et j'en profite pour remercier une nouvelle fois Nicolas et la SFAP de m'avoir invité à m'occuper des aspects méthodologiques de cette recherche. Je laisse la parole à Camille. Bonjour, moi je suis Camille Reichling, je suis psychologue clinicienne en équipe ressources régionales soins palliatifs pédiatriques, voilà, à Marseille. Et merci de m'avoir invitée On également. souhaitait commencer en remerciant Elodie et toute l'équipe de la plateforme pour cette proposition. On est très heureux de partager avec vous ces premiers enseignements sur un sujet, vous l'avez dit Elodie, très intéressant, très important et aussi et surtout très peu exploré, parce que finalement un des leitmotifs premiers du lancement de cette étude, c'était de se dire qu'on ne sait vraiment rien de comment se passe la scolarisation d'un jeune en situation palliative en milieu ordinaire, hormis les ponctuels retours de terrain et d'expérience qu'on peut avoir de la part des professionnels exerçant notamment en soins palliatifs pédiatriques. Et donc, très rapidement, pour commencer, Marie, n'hésite pas, si tu veux, à partager dès à présent Alors oui, il faut que Delphine, vous me repassiez l'autorisation, je pense, parce que je l'ai plus. Ah non, si, partagez votre écran. Oui, c'est bon, je l'ai. Ouais, ça devrait être tout bon normalement. Voilà. Ouais, on y est. Et c'est Nicolas, oui, qui va introduire un peu le vif du sujet. Je te laisse la parole. Oui, et ben donc juste vous dire en introduction que donc ce projet de recherche, il est né dans le cadre du groupe de travail Jeune Génération de la SFAP, donc groupe de travail qui a 5 ans maintenant, qui s'inscrit dans le pôle diffusé de la culture palliative, donc de cette société savante, et qui s'intéresse à la place des questions de fin de vie, de mort et de deuil en milieu scolaire, et plus largement à toutes les situations complexes auxquelles peuvent être confrontés les enseignants, la médecine scolaire et les parents. Donc, ça recoupe des situations très vastes
dont font partie la maladie grave et les jeunes accompagnés par des équipes de soins palliatifs pédiatriques. Et donc nos travaux au sein du groupe de travail nous ont mené l'an dernier à initier le portail lavilamortonenparle.fr, que vous pouvez voir là sur la diapositive, qui est donc un portail de ressources pour aider ces acteurs dont je parlais, les professionnels de l'éducation, les personnels de santé et d'action sociale et les parents d'élèves, à ouvrir des espaces d'expression sur ces sujets complexes auprès des enfants et des adolescents. Et donc ce portail, c'est le fruit d'une mobilisation de chercheurs en sciences humaines, mais aussi de praticiens et d'équipes de terrain qui ont partagé un petit peu le fruit de leurs recherches ou de leurs expériences cliniques pour essayer de donner des repères pour comprendre et des pistes pour accompagner. Et donc ce travail a notamment été rendu possible grâce à la mobilisation de tout le réseau des équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques, dont Camille est la représentante aujourd'hui. Et donc c'est ça qui nous a pas poussé ensuite à vouloir investiguer un petit peu par le prisme de la recherche et de la recherche en psychologie, comment les enseignants vivaient l'accueil dans leur classe d'un élève, un enfant, un adolescent atteint de maladie grave et qui était suivi et accompagné par une équipe de soins palliatifs pédiatriques. Et donc je tiens à nouveau à remercier Cécile, grâce à qui la formalisation de ce projet a été rendue possible et qui a fait bien plus que seulement de l'expertise sur les enjeux méthodaux, comme elle le disait au début. Remercier infiniment Marie Sonrier, qui a donc réalisé vraiment de A à Z l'ensemble de ce projet. Et les défis étaient nombreux, aussi bien en matière de recrutement que d'analyse de données, tout ça dans une période, on était encore en période un peu de crise sanitaire et de confinement, donc dans une période à distance. Et remercier aussi beaucoup Camille, Nadine Cogent, qui est pédiatre, et tout le réseau des équipes de soins palliatifs pédiatriques qui s'est beaucoup mobilisé à la fois pour nous aider à recruter des enseignants et des participants, et qui a aussi beaucoup nourri toutes les réflexions qui ont émergé au travers de cette étude. Voilà, et ensuite pour contextualiser un tout petit peu le sujet avant de laisser la parole à Marie, sur cette question de l'école vis-à-vis de ces sujets. La mort n'est pas au programme, c'est ce que nous avait dit il y a quelque temps un inspecteur d'académie, et ça résume en quelque sorte, de façon peut-être un petit peu stéréotypée, la façon dont l'institution scolaire ne se saisit que très peu ou à la marge de ces questions de fin de vie, de mort et de deuil, et qui restent largement à l'impensé des politiques éducatives de santé scolaire. Alors à cela, de multiples raisons, on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste dire que la sécularisation importante de la société, la fin des épisodes de guerre de masse, comme on a pu connaître au XXe siècle, ont fait que toutes les ritualisations collectives qui pouvaient avoir cours jusque-là, on avait des enfants qui entretenaient, par exemple, la tombe de soldats défunts, toutes ces ritualisations collectives n'ont plus lieu et n'ont plus jour au sein de l'école. Se dire aussi que les sujets de santé scolaire, ils sont pluriels et multiples, et que finalement, face à certains qui peuvent être plus visibles, plus politisés, plus médiatiques, la mort, le deuil restent largement invisibles, que les situations dont on parle, elles sont très larges. Ça peut être aussi bien le suicide d'un enseignant dans la communauté scolaire que la maladie grave d'un parent, qu'une situation d'aidance d'un lycéen, ou le deuil d'un jeune orphelin qui a perdu il y a 5 ans son papa ou sa maman. Et donc finalement, le périmètre et la volumétrie de ces situations, ils sont difficiles à objectiver, à saisir. Se dire aussi que très globalement, le deuil de l'enfant et de l'adolescent reste beaucoup moins exploré que celui de l'adulte, et que la littérature académique sur ces sujets-là est encore émergente. Depuis une dizaine d'années, on commence à savoir un peu plus de choses sur le vécu, les expériences des jeunes orphelins, un peu plus récemment encore sur celles des jeunes aidants. Mais globalement, il reste encore plein de choses dont les sciences humaines se sont très peu saisies, que les acteurs associatifs ou autres
sont peu nombreux et peu structurés au niveau national, qui a une importante réticence de l'institution scolaire. La mort, ça fait peur. Et donc, quand ça fait peur, on préfère la laisser sous le tapis plutôt qu'autre chose. Et se dire aussi que on sait depuis des années les effectifs de la médecine scolaire dégringolent et que de fait les professionnels qui pourraient être ressources et pivots sur ces sujets au sein des établissements scolaires sont largement démunis et outillés et numériquement très peu présents finalement. Et se dire aussi qu'on est face à des réalités qui sont pourtant bien présentes. Alors, juste quelques chiffres pour vous rappeler qu'on compte en moyenne un enfant orphelin par classe et à peu près dans la même proportion, on estime qu'il y a en moyenne un jeune aidant par classe. Donc, ça recoupe 600 à 600 000 jeunes orphelins et entre 500 et 800 000 jeunes aidants. Que pour ces jeunes-là, et on verra, c'est aussi un petit peu, Camille nous le dira, le cas pour les jeunes en situation palliative, dans une période où beaucoup de choses vacillent, finalement, aller à l'école tous les matins, c'est retrouver un pôle de stabilité, d'ancrage, c'est retrouver son groupe de pairs et retrouver une forme de normalité dans une situation dans des situations qui sont anormales par bien des aspects. Et qu'elles ont beau être bien présentes, ces réalités, finalement, toutes les équipes, que ce soit enseignantes ou que ce soit médecine scolaire, sont sensibles à ces questions, estiment que les accompagner, ça fait partie de leur mission et de leur métier, mais qui sont insuffisamment formés. Et donc, juste de chiffres issus d'enquêtes récentes, une toute récente de l'IFOP qui a montré que 3/4 des enseignants estiment rencontrer des difficultés à parler de la mort avec leurs élèves et que 2/3 des enseignants estiment ne pas disposer de formation adéquate pour accompagner les jeunes orphelins. Et voilà, c'est moins de 6% des enseignants qui, dans la même étude, avaient indiqué avoir été sensibilisés à ce sujet au cours de leur formation initiale. Voilà, je laisse la place à Marie. Merci Nicolas pour ces éléments d'introduction. Effectivement, on va aller dans le vif de l'étude qu'on a menée. Donc, dans la continuité de ce qu'a dit Nicolas et très rapidement quelques éléments d'introduction pour parler du fait de pourquoi on s'est mis dans ce sujet d'étude. Donc déjà de redire que la situation palliative ne se résume pas aux instants de la fin de vie et que donc à ce titre l'enfant reste un enfant désirant et qu'il peut souhaiter à ce titre poursuivre sa scolarité et l'école peut venir s'inscrire comme une réalité synonyme de normalité. Cette scolarisation en milieu ordinaire d'un élève en soins palliatifs, c'est une situation qui est plutôt rare et on a très peu de littérature qui éclaire ce sujet. On retrouve notamment des retours de terrain de professionnels qui travaillent auprès d'enfants gravement malades, donc soit des soignants, soit des personnes du milieu enseignant. Et on va avoir notamment des éclairages par des écrits des professionnels des soins palliatifs pédiatriques, donc là des ERSPP, équipe ressources régionales en soins palliatifs pédiatriques, dont Camille nous parlera plus en détail. Et on retrouve dans ces écrits des lignes, des points communs sur l'idée que c'est important dans ces situations-là d'élaborer un projet à l'avance avec tous les partenaires et de préparer cette situation pour qu'elle se passe du mieux possible. Nous, ce qu'on a voulu se demander, c'est qu'est-ce qu'il en est du vécu des enseignants dans ce type de situation qui peut provoquer du stress et de l'angoisse. Et on a très peu d'informations via la littérature scientifique sur le sujet, alors que l'enseignant revêt un rôle extrêmement important et il est au cœur de ce type de situation dans le quotidien de l'enfant. Également, on se dit que plus l'équipe pédagogique sera à l'aise, sera la plus confortable possible dans une situation telle que celle-ci, meilleur sera le vécu du jeune et de sa famille, donc l'accompagnement de l'enfant et tout un chacun dans cette situation. Du coup, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est d'explorer les représentations, le vécu, les pratiques des enseignants quant à l'accompagnement d'élèves gravement malades en situation palliative et ou en fin de vie à l'école. Donc a priori et a posteriori, c'est-à-dire sans l'avoir vécu, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer de cette situation a priori et auprès de personnes qui l'avaient vécue.
L'idée, c'était de fournir des pistes pour améliorer l'accompagnement des enseignants lors de ce type de situation. On s'est donc intéressé à 2 groupes d'enseignants. Un groupe d'enseignants qui n'avaient pas été confrontés à l'accueil d'un jeune en soins palliatifs dans leur classe, et un groupe d'enseignants qui avait été confrontés pour les représentations a posteriori et pour nous faire un retour. Je laisse la parole à Cécile pour la méthodologie, la procédure de l'étude. Merci Marie. Donc au niveau des critères d'inclusion, donc cette étude s'adressait à tous les enseignants du primaire et du secondaire. On vous a mis dans la même diapo des résultats de population et la méthode. Donc à l'arrivée, nous avons recruté 27 enseignants du primaire et du secondaire. Si l'enseignant était confronté, il fallait que la situation d'avoir eu un élève en fin de vie ou en soins palliatifs dans sa classe date de plus de 3 mois pour éviter que les choses soient trop aiguës, mais il fallait aussi que ce soit il y a moins de 10 ans pour quand même limiter les questions de remémoration et puis aussi enjamber un peu peut-être des changements de procédure. Et puis dans une période où la scolarisation est devenue de plus en plus possible pour ces enfants, c'était probablement beaucoup moins le cas il y a 15 ou 20 ans. Donc, pour recruter ces enseignants, on a passé un appel à recrutement par le groupe de travail Jeune Génération de la SFAP et puis on a utilisé le réseau des ERRSPP à travers la 2SPP. Au niveau des outils, on a choisi de procéder de manière assez classique en méthodologie qualitative avec un entretien semi-structuré, c'est-à-dire qu'on a une consigne de départ qui s'affiche sur votre droite. Alors pour les non confrontés, c'était « Pouvez-vous me raconter ce que la situation d'un élève malade et en fin de vie ou en situation palliative, ou en situation palliative à l'école vous évoque ?» Et pour les confrontés, c'était « Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé lors de cet accompagnement ?» Donc l'idée, c'était de capter d'une part des représentations a priori, comme l'a dit Marie. Quand ça ne s'est pas passé, qu'est-ce que les enseignants se disent de ce qu'il pourrait advenir? Et puis quand cela a eu lieu, finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous en raconter a posteriori? Au niveau de la méthode d'analyse, on a procédé à une analyse thématique. Donc, on a retranscrit manuellement in extenso l'intégralité des verbatims des entretiens. Et puis ensuite, on a codé unité de sens par unité de sens. Donc, une unité de sens, c'est une partie de la phrase qui peut répondre à la question de quoi ça parle. On attribue des codes, puis on les remonte ensemble par rapprochement de ces codes en thèmes. Et puis ces thèmes s'agrègent les uns les autres pour créer une analyse avec des grands thèmes, avec dedans des sous-thèmes et tout un arbre thématique dont Marie vous présentera les principaux résultats un peu plus tard. Alors, au niveau des enjeux méthodologiques, on en a rencontré certains, des prévus, des moins prévus. Tout d'abord, le recrutement, qui n'a pas été tellement évident, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même arriver à mobiliser des personnes qui veuillent répondre, et puis on a eu des personnes qui se sont mobilisées auxquelles on ne s'attendait pas, notamment les enseignants spécialisés à l'hôpital, ou des gens qui travaillaient dans le champ du handicap, qui finalement n'étaient pas exactement la population tout venante qu'on avait imaginée au départ. Donc ça a été un premier point, de savoir comment gérer finalement ces réponses à nos appels à recrutement qui ne correspondaient pas exactement à nos critères d'inclusion, mais qu'on n'avait pas pensé à la base comme des critères de non-inclusion, probablement par méconnaissance de la population. Deuxième point, c'était la question de l'utilisation des termes fin de vie et ou soins palliatifs. Au début, on s'était dit qu'on parlerait de fin de vie, et puis on s'est dit qu'on allait probablement peut-être parler de soins palliatifs, pour être plus dans ce qui se dit actuellement selon la SFAP. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas toujours très bien compris par les enseignants ou compris à contrario de ce que nous, on imaginait, avec par exemple l'idée que peut-être soins palliatifs étaient plus brutal et plus proche de la mort que fin de vie, ce qui n'est pas forcément intuitif. Donc finalement, on a opté pour utiliser les deux mots en se disant que c'était manifestement très dépendant de données subjectives. Et même si ça n'avait pas grand-chose à voir avec notre sujet de recherche, on s'est rendu compte que quand même globalement, actuellement, la terminologie n'est pas encore bien intégrée socialement pour tout le monde et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui nous ont demandé mais qu'est-ce que vous entendez en fait précisément par là? Donc la nécessité parfois de redéfinir ce terme. Troisième enjeu, c'était le contenu des entretiens qui étaient globalement des contenus assez émotionnels, notamment pour les personnes confrontées. C'était visiblement très impliquant pour eux de participer, donc ça revêtait probablement beaucoup d'importance et en même temps, ça leur demandait de revenir sur des situations qui visiblement ont été très chargées pour les enseignants, ce qui confirme un peu des a priori qu'on avait, mais qui quand même ont donné des entretiens avec des contenus et des longueurs qui pouvaient être assez importants.
Et puis, dernier point, très inattendu pour nous qui avions l'habitude plutôt de travailler dans le champ de la maladie somatique, on a eu affaire à des personnes qui voulaient très volontiers participer, mais qui s'interrogeaient énormément sur l'utilisation qu'on allait faire des données, ce qui nous arrive beaucoup plus rarement quand on travaille avec nos patients, avec des réticences, des questionnements, le besoin d'être rassuré sur le fait que ces données qui étaient pseudonymisées resteraient bien dans un ensemble global de données, ne seraient pas retransmises à quiconque et de manière identifiable, personnalisée. Je te repasse la parole, Marie, pour la suite. Merci Cécile. Alors pour aller un peu dans le détail de l'analyse thématique, on va faire groupe par groupe. On commence par les enseignants non confrontés. Ils étaient donc 18 participants dans ce groupe, un homme pour 17 femmes. En termes de catégorie d'âge, on était sur une majorité entre 40 et 59 ans. 3 enseignants en maternelle, 7 en primaire et 8 en secondaire, donc collège et lycée confondus. Donc les résultats, voilà les grands thèmes majeurs qui sont ressortis de notre étude. Donc ce sont des thèmes qui sont abordés par plus de 90% des participants. Les représentations qu'ils se faisaient de la situation, les autres situations qu'ils ont pu évoquer, les difficultés qu'ils s'imaginaient et les interrogations qu'ils pouvaient avoir, les ressources et les besoins qu'ils imaginaient avoir également, la place des sujets morts et deuil à l'école de manière générale et leurs pratiques habituelles en tant qu'enseignants. Comme je vous l'ai mis en bleu, les thèmes sur lesquels nous on s'est intéressés pour répondre à nos objectifs, ce sont les thèmes représentation, difficultés et ressources. On va commencer par les représentations. Donc on choisit là de vous présenter des verbatims très emblématiques étant donné nos objectifs, ou alors qui ont été abordés par vraiment un grand nombre de participants. Ce sont des exemples, il y en a aussi d'autres. Le chiffre que vous voyez apparaître, c'est le nombre de participants sur leur totalité qui ont abordé le sous-thème présenté. Donc les enseignants, ils ont eu du mal à imaginer ou à envisager l'idée d'accueillir un élève en situation palliative en milieu ordinaire. Ils imaginaient davantage une scolarité dans un autre lieu, ajusté, donc à l'hôpital ou à la maison. Pour eux, c'était une situation vraiment très inconnue. Ils s'imaginaient, pour la grande majorité, évidemment, une situation dure à vivre. Ils étaient cependant très à envisager que cela puisse se faire, tout en précisant que ça dépendrait de nombreux facteurs. Et ils étaient la moitié à pouvoir aussi s'imaginer que cette situation aurait des effets positifs pour l'enfant. Je vais vous laisser quelques instants pour lire les verbatims qui pourraient vous intéresser. On pourra y revenir si besoin plus tard. Donc voilà pour les représentations. Je vais vous présenter maintenant les difficultés imaginées et les interrogations de ces enseignants. Donc, pour une grande partie d'entre eux, ils ont parlé tout naturellement des difficultés actuelles de manière générale qu'ils rencontrent dans leur travail. Et ensuite, en ce qui concerne la situation précisément, ils sont la moitié à vraiment s'être demandé comment est-ce qu'en fait on gérait ce type de situation et surtout comment on gérait l'aspect émotionnel qui en émane. Également, on a eu beaucoup d'interrogations sur comment parler, comment communiquer de la situation, de ce sujet dans la classe, etc. Et beaucoup ont également parlé des autres élèves, comment les élèves pourraient vivre et réagir face à ce type de situation. Et encore une fois, je vous laisse lire les verbatims.
Voilà pour les difficultés. En ce qui concerne les ressources et les besoins qu'ils s'imaginent avoir, les enseignants non confrontés sont très nombreux à avoir imaginé l'importance d'un accompagnement renforcé face à cette situation, avec une collaboration avec l'équipe soignante. Bien évidemment, ils ont parlé de l'intérêt du travail d'équipe et de ne pas être seuls dans cette situation. 13 ont également parlé du psychologue à plusieurs égards pour la classe, pour communiquer avec les élèves, voire pour eux-mêmes. Ils ont également parlé des autres élèves comme étant une ressource pour faire face aux situations difficiles. Et puis la famille du jeune, donc l'enfant concerné, l'enfant malade et ses parents, peuvent constituer une aide pour eux au sens où s'ils expriment une demande, ça va permettre à l'enseignant d'être guidé, de savoir comment gérer puis, en s'alignant à cette demande-là. À nouveau, je vous laisse un peu lire. Voilà pour les ressources. Et on a terminé pour les enseignants non confrontés pour cette présentation un peu sommaire, mais avec l'essentiel. Et maintenant, l'analyse thématique des enseignants confrontés. Ils étaient dans cette catégorie 9 participants, donc moitié moins que l'autre groupe. On avait 3 hommes pour 6 femmes. Là aussi, une catégorie d'âge où la majorité était entre 40 et 59 ans. 2 étaient enseignés en maternelle lorsqu'ils ont accueilli ce jeune enfant malade, 3 en primaire et 4 en secondaire. En ce qui concerne le moment où cet accompagnement avait eu lieu, donc ça a été il y a 3 ans en moyenne sur la population. Le plus récent avait lieu il y a 7 mois, 7 mois avant l'entretien, et le plus ancien il y a 8 ans. 5 enseignants ont été en contact avec une équipe ressources régionales en soins palliatifs pédiatriques lors de cet accompagnement, en ayant en tête qu'être en contact, c'était pour certains, il y a eu quelques réunions, pour d'autres, il y a eu un accompagnement parfois plus avancé. C'était vraiment très dépendant, il y avait une grande variabilité des situations. Le décès de l'élève, il est survenu l'année où il était scolarisé dans la classe de l'enseignant pour 4 de ces situations. Pour 2 enseignants, le décès a eu lieu juste après l'année scolaire, donc au courant de l'été ou juste au début de l'année scolaire suivante. Et pour 3, le décès s'est situé ultérieurement dans une autre temporalité. Pour les résultats, donc chez les confrontés, on avait là 5 grands thèmes majeurs qui en ressortissaient, de l'analyse. Donc la description de la situation, ce qui est normal puisque c'est ce qu'on leur demandait, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les ressources sur lesquelles ils ont pu s'appuyer ou qu'ils auraient aimé avoir, la perception et la description de leur rôle dans ce moment-là, et un grand thème mise en sens sur lequel on reviendra un tout petit peu plus tard. Et donc, on s'est intéressé en particulier au thème difficultés, ressources et mise en sens. On commence par rentrer dans le détail du grand thème difficultés. Alors, les enseignants se sont, là aussi, comme les non confrontés, en fait, beaucoup demandé comment est-ce qu'on va gérer lorsque la situation est survenue. Le fait d'accepter la situation en tant que telle et la notion d'échéance et de mort qui en découle était difficile pour eux. On retrouve bien sûr pas mal d'éléments de l'ordre de la peur et de l'angoisse. C'est une situation qui était dure émotionnellement à vivre. Et puis bien évidemment, il y a eu beaucoup de difficultés liées au décès de l'élève en tant que tel et également le fait de voir la souffrance ou la dégradation de cet enfant. Encore une fois, je vous laisse lire quelques instants.
Voilà pour les difficultés. Maintenant, les ressources. Alors, les ressources, on les a classées en 3 catégories. Donc la première, ce sont les acteurs de la prise en charge. Donc en effet, les enseignants ont parlé de l'importance de ne pas être seul, d'échanger, d'être en équipe pour accompagner cette situation. Ils ont parlé aussi de l'intérêt d'être en collaboration, de bénéficier de l'accompagnement de soignants, donc soit par les équipes ressources, mais également ça pouvait être les soignants du monde enseignant, donc le médecin ou la psychologue scolaire. Les autres élèves ont aussi constitué une ressource pour eux, les parents de l'enfant malade. Et ensuite, on pourrait rajouter le fait que se connaître était intéressant pour eux et venait encore plus aider la situation, d'être avec des acteurs qui se connaissent entre eux. Prenez un instant pour lire ce qui peut vous intéresser. La deuxième catégorie de ressources, il s'agissait de ce qu'on a appelé les supports sur lesquels ils avaient besoin de s'étayer. Donc déjà le fait d'avoir des informations sur la situation et la question de l'aide psychologique. Donc ce qui pouvait être intéressante à la fois pour communiquer et répondre aux élèves, à la classe, et également qui pouvait être intéressante dans un autre registre, donc plutôt centré sur l'enseignant. Voilà, et pour terminer sur les ressources, la troisième catégorie, c'est ce qu'on a appelé les rituels et la notion de continuité après le décès. Alors, on a relevé le thème que tout ne s'arrête pas d'un coup, avec des guillemets, parce que ça, ce sont les termes que moi j'ai mis à cette catégorie. En fait, on a déduit ce thème du fait que les enseignants ont parlé de l'intérêt d'avoir un lien conservé avec les parents de l'élève. Également de la difficulté justement ressentie à ne plus être en lien au moment où la situation s'arrête. Et aussi sur les réflexions qu'ils avaient sur les rituels. Donc on a à côté du coup à droite le sous-thème rituel, l'importance des ritualisations après le décès de l'enfant. Voilà pour les ressources et on termine la présentation des enseignants confrontés par le grand thème mise en sens. Quelques mots avant de rentrer dans le détail. En fait, on a nommé ce thème car on y a rassemblé tous les éléments qui décrivaient le fait que les enseignants ont, comme le nom l'indique, mis du sens sur cette expérience, c'est-à-dire qu'au-delà de la douleur et de ce qui pouvait être difficile dans cette situation, ils ont réussi à en faire quelque chose, à en tirer quelque chose qui n'est pas forcément polarisé comme du positif ou du négatif, mais vraiment d'en construire quelque chose qui va pouvoir leur rester, une sorte d'enseignement. Voilà, ils ont pu mettre du sens là-dessus. Donc des descriptions pour peut-être que ce soit plus parlant pour vous. Ils ont notamment parlé de l'image de l'élève qu'ils se sont construits, qui est souvent de l'ordre
d'un enfant qui combatif, intelligent, impressionnant. Voilà, ils ont été très impressionnés par cet enfant. Ils ont également parlé du vécu et de l'image qu'ils se sont construites de l'expérience, comme là cette enseignante qui parle de finalement d'avoir vécu quelque chose de beau dans la souffrance et malgré la souffrance. Ils sont également la grande majorité à parler d'une forme d'enrichissement qu'ils ont tiré dans cette situation. Ils sont très nombreux à parler d'une leçon de vie qu'ils ont reçue et qui leur a appris beaucoup. Également, ils ont créé des liens particuliers. Donc ça, c'est quelque chose qui peut rester, donc que ce soit avec l'enfant lui-même, avec sa famille, les autres élèves de la classe ou bien les enseignants, les acteurs de la prise en charge autour. Et ils ont également parlé de comment ils ont compris finalement l'investissement qu'ils ont mis dans cette situation. Voilà pour les résultats et pour ce qui concerne les observations, je laisse la parole à ma collègue Cécile. Je t'en prie. Merci Marie. Donc je vais essayer de synthétiser ce qu'on a fait de tous ces résultats qui, comme vous l'avez vu, sont nombreux et d'ailleurs plus nombreux d'ailleurs que ce sur quoi on s'est concentré, mais c'est un peu le principe des méthodes qualitatives, c'est qu'il apparaît plus de choses que ce à quoi on s'attend. Donc à l'arrivée, pour répondre aux questions de recherche, on fait parfois des choix par rapport aux interrogations qu'on avait au départ. Donc tout d'abord, c'est poser la question des deux groupes. On s'est demandé, mais finalement, est-ce qu'on peut les comparer? Alors évidemment, non, ce n'est pas possible. On est dans une méthode qualitative, donc d'une manière très orthodoxe, c'est impossible de comparer des données qualitatives. Pourquoi? Parce qu'elles reflètent finalement des vécus subjectifs qui n'ont pas de point de comparaison, c'est-à-dire que chacun s'exprime et nous, on reflète ce qui a été exprimé. De plus, on est sur des petites tailles d'échantillons, c'est un des principes des méthodes qualitatives, on s'arrête quand il y a une saturation des données et ce qu'on cherche avant tout, c'est de la variabilité du discours, c'est-à-dire d'avoir le plus de différences possible, ce qui rend la comparaison difficile et surtout ce qui rend les discours très situation dépendantes. Et là, on l'a vu, hein, notamment les personnes qui avaient été confrontées, leur discours était émaillé aussi de la situation même qu'ils nous rapportaient pendant l'entretien. Toutefois, on peut quand même essayer de tirer des pistes et une manière d'apporter des éléments, alors peut-être pas de comparaison, mais de mise en perspective, c'est d'essayer de regarder est-ce qu'il y a des points communs, est-ce qu'il y a des différences. Et donc, notamment, on a relevé un certain nombre de points communs sur lesquels on pense que c'est important d'attirer l'attention de nos lecteurs ou de nos écoutants, comme aujourd'hui. Donc, tout d'abord, au niveau des difficultés, ce qui revient dans les deux groupes, que ce soit a priori ou a posteriori, c'est la question de comment est-ce qu'on va gérer cette situation, comment on l'a gérée, avec des difficultés à savoir sur quoi s'étayer, c'est-à-dire vraiment une sensation d'être un peu lâché par rapport à ça et de s'interroger sur mais finalement qu'est-ce que je dois faire si la situation se présente et quand elle s'est présentée finalement que fallait-il faire avec une sensation d'apprendre de la situation directement qui s'associe à la difficulté émotionnelle, on l'a dit en introduction. Les entretiens étaient émotionnellement très chargés, mais parce que finalement, ces enseignants nous ont beaucoup dit que ça les convoquait dans des choses qui étaient très difficiles et qui sont très au-delà de la tâche prescrite de leur travail, mais de devoir gérer ce que ça leur faisait, puis aussi ce qu'ils voient que ça fait aux autres, les parents, l'enfant lui-même, peut-être les autres enfants de la classe. Et puis des difficultés à gérer très spécifiquement la situation autour du décès avec beaucoup de questions. Vous l'avez vu passer dans les verbatims, Marie l'a dit, mais finalement, comment est-ce qu'on doit se comporter? Est-ce qu'on doit aller à l'enterrement, pas y aller? Est-ce qu'il peut y avoir une continuité? Quel rituel mettre en place? Et là aussi, une situation un peu inconnue qui rajoute probablement à l'inquiétude et à l'anxiété que cela génère. Alors ça, c'est pour les difficultés. Ceci dit, vous l'avez sans doute remarqué au fil de la présentation, ces enseignants, ils ont quand même beaucoup de ressources et ils nous en ont parlé. Et ils sont capables d'aller en mobiliser.
Et ils sont capables de le dire dans les entretiens, c'est-à-dire que les entretiens ne sont pas embolisés par les aspects négatifs. Ils ont pu dire de manière très claire, et là dans les deux groupes, que le fait d'être en équipe, d'être accompagné, d'avoir des ressources autour d'eux, c'était extrêmement important. Et pour ceux qui ont pu faire appel aux ERSPP, ils ont pu vraiment signaler l'importance d'avoir un accompagnement qui est à la fois spécialisé mais général, de terrain, un peu différent finalement que le fait d'être accompagné de manière personnelle, particulière, d'aller voir un psy soi-même, mais d'avoir quelque chose qui est proposé en accord autour de la situation globale et qui est fait pour ça, qui finalement rend l'accès à la ressource beaucoup plus simple pour eux et la sensation d'être pris en charge dans un collectif. J'y reviendrai un tout petit peu après. Et puis autre point auquel on ne s'attendait pas, mais c'est la ressource que représentent les autres élèves. On retrouve quelque chose qu'on connaît en pédiatrie, dans le champ de la maladie somatique et notamment dans le champ de l'oncologie, c'est que finalement souvent les enfants s'adaptent mieux que les adultes. Et bien là, les enseignants ont été capables de dire que finalement le reste de la classe était parfois un support pour eux. Ce qui est quand même un point extrêmement intéressant et extrêmement positif si on réfléchit à comment se passe cette situation. Je veux bien que tu passes la slide suivante, Marie. Merci. Alors, si on essaie de tirer de toutes ces observations différentes pistes de réflexion, parce que finalement, c'est intéressant d'aller interroger les gens, mais il faut encore en tirer des choses et pouvoir en retirer des retombées. Alors, au niveau de la réflexion, on s'est dit que c'était important déjà de se dire que par rapport à la confrontation à la mort et au deuil, on va retomber sur des grandes questions sur lesquelles on ne va pas pouvoir agir directement. On ne pourra pas rendre la situation facile. Ça ne va pas se passer comme ça, on va rester dans une situation qui est complexe et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être un but d'intervention. Ceci dit, on pense tout de même qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, poursuivre et même proposer, et ça a été l'objet de deux communications écrites, deux articles qu'on a fait suite à ce travail. Tout d'abord, on s'est dit que c'était important sans doute de renforcer le travail qui est déjà mené par les équipes ressources, avec plusieurs points qui nous semblent vraiment importants. Tout d'abord, la question de l'expertise. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les enseignants, d'avoir affaire à des experts des soins palliatifs, du deuil, et qui peuvent avoir des réponses de terrain qui ne soient pas le leur et qui ne soient pas des gens qui sont comme eux enseignants en première instance, c'est-à-dire de pouvoir s'adresser à des personnes qui connaissent bien le domaine. Deuxième point important, c'est la qualité collaborative du travail. Les enseignants ont beaucoup souligné que ce qui était important, c'était que les choses ne soient pas cloisonnées et qu'il y ait une réelle collaboration entre les familles, l'école et l'hôpital et qu'on arrive à des décisions ou des discussions qui soient collégiales et que ça, c'était une énorme source de soutien. Et troisième point important à continuer, c'est d'avoir une capacité à cibler à quel moment on intervient, au début, à la fin, et surtout être disponible après. Ça, c'est beaucoup revenu dans les entretiens, le fait que ça ne s'arrêtait pas avec le décès de l'enfant ou sa sortie de la classe, mais qu'il fallait que les équipes et que les intervenants puissent rester disponibles dans l'après-coup. Et on est assez convaincus que ce qui a fait qu'on a eu des répondants, c'est la nécessité pour ces personnes de reparler de ces situations dans l'après-coup, parce que ça fait sens pour eux d'y réfléchir sans doute un peu plus à froid et d'en tirer les conséquences. Et puis, troisième piste de réflexion à poursuivre, c'est évidemment la présence des psychologues, et Camille va s'exprimer après sur ce point, qui soient présents dans ces équipes ressources et qui soient spécialisés dans ce domaine. Les enseignants tiennent beaucoup à l'idée que c'est un domaine spécifique, l'école, que c'est un contexte spécifique et qu'on ne peut pas l'aborder indépendamment des spécificités de la situation palliative de l'enfant et qu'il faut permettre à ces différentes spécificités de se rencontrer dans un lieu spécifique et qu'on n'est pas du tout dans une prise en charge généraliste. Je veux bien que tu passes la slide d'après. Merci. Toujours dans les pistes de réflexion, un point qui nous a semblé important et sur lequel il nous a semblé important de réfléchir, c'était la question de l'absence de formation. Nicolas l'a dit en introduction, la mort n'est pas au programme. Finalement, les enseignants nous ont rapporté la sensation pour eux de ne pas du tout être formés au cours de leur cursus à ces grandes questions, sans doute notamment du fait de l'intrication avec des questions de religion, de laïcité qui sont complexes à aborder à l'école aujourd'hui. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être important de repartir de ce constat pour réfléchir à, mais finalement, comment est-ce qu'on pourrait amener une réflexion sur ces sujets des soins palliatifs, de la fin de vie, de la mort et du deuil à l'école. Et puis, ils ont bien souligné que le sujet était peu attractif et surtout peu prioritaire, car même si ça advient,
c'est pas si fréquent et c'est tant mieux. Et du coup, ça pose vraiment la question de quel type de formation pourrait-on proposer? Est-ce qu'il faut le proposer dans la formation initiale, mais ça risque d'être en concurrence avec des sujets beaucoup plus importants, ou est-ce qu'il faut le faire à un autre moment? Et au cours de nos réflexions, on s'est dit que peut-être une proposition intéressante, c'était peut-être de proposer une formation plus participante qui serait en partie pensée par le corps enseignant, les responsables d'établissement, en collaboration avec le milieu soignant, avec l'idée que sans doute, ce qui serait efficient, ce serait d'être plutôt sur des modalités de classe inversée où les enseignants pourraient s'impliquer dans la formation eux-mêmes, peut-être avec des enseignants experts, au même titre que les patients experts qu'on a dans le champ de la maladie, qui pourraient témoigner avec une animation, avec une formation qui viserait à l'arrivée des ressources collectives, plus groupales, qui correspondraient beaucoup plus à ce dont les enseignants s'emparent par rapport à ce qu'ils nous ont dit, et qui pourraient être proposés à différents moments, c'est-à-dire peut-être d'exclure la question de savoir si c'est bien de le faire à tel ou tel moment de la formation, mais peut-être que cette formation, elle pourrait être disponible de manière à ce que les enseignants puissent choisir soit de le faire lors de leur formation initiale, soit d'attendre peut-être que la situation se présente pour eux si ça répond plus à leurs besoins, soit de le faire dans un contexte, bah tiens, c'est arrivé à un autre enseignant, j'aimerais y réfléchir, je vais peut-être participer à cette formation, de manière à peut-être proposer des choses un peu plus sur mesure, parce qu'on a eu la sensation que quand même, ce qui ressortait beaucoup de ce travail, c'était l'importance pour ces enseignants d'être considérés dans leur spécificité et dans la spécificité de la situation que ces enfants traversent et qu'il fallait mettre ces différents éléments en regard. Et je passe maintenant la parole à Camille pour son retour de terrain. Merci Cécile. Alors tout d'abord, je voulais vous dire quelques mots sur l'accompagnement des ERSPP. Il y a 22 équipes ressources régionales soins palliatifs pédiatriques en France. Les équipes de soins palliatifs pédiatriques sont bien évidemment attentives à la douleur et aux symptômes d'inconfort. Néanmoins, bien sûr, leur travail ne se limite pas juste à cela. Elles proposent une prise en charge globale où l'enfant est au cœur de celle-ci. Et pour ces équipes, il est ainsi indispensable de questionner l'enfant en premier lieu, puis sa famille, sur leurs besoins, leurs demandes et leurs désirs. La situation de chaque enfant étant singulière, son âge, sa pathologie, le possible handicap, son parcours scolaire, sa place dans la fratrie, sa personnalité, son rapport à l'école et au savoir, ses relations sociales aussi, amicales, familiales. Chaque projet, ça c'est important, de scolarisation ou de poursuite de scolarisation demeure unique. La demande de l'enfant, ses besoins ainsi que ses désirs concernant l'école doivent être au cœur de ce projet. Il importe du coup également de prendre en considération les interrogations, les craintes des enseignants, plus largement du personnel des établissements scolaires, ainsi que les attentes et autres souhaits des parents. Il s'agit dès lors d'une co-construction de ce projet entre désir de l'enfant, sa famille et l'école. L'enseignant qui va accueillir l'enfant dans sa classe doit pouvoir, s'il le souhaite, être accompagné, donc par les ERSPP notamment, mais il y a bien d'autres professionnels. L'irruption d'une maladie entraînant un risque vital chez un élève peut éprouver l'enseignant. Les collègues, la hiérarchie, la médecine scolaire ou les ERSPP peuvent être un appui s'il en éprouve le besoin. Il doit également pouvoir obtenir les informations médicales, bien sûr dans le respect du secret médical, qui lui sont nécessaires pour aménager l'accueil de l'enfant sans le mettre en danger ou sans perturber la vie de la classe, qui est la crainte majeure quand on reçoit un enfant en soins palliatifs dans la classe. Marie, est-ce que tu pourrais changer la diapo, s'il te plaît? Alors, sur cette diapo, c'est la recherche, elle vient tout d'abord confirmer des éléments de terrain, à savoir, il est nécessaire de pouvoir poursuivre le travail d'acculturation du soin palliatif pédiatrique et de faire connaître l'existence des ERSPP. Le travail des ERSPP n'est pas toujours encore suffisamment visible et c'est ce qu'on met en place au quotidien là, pour nos équipes. Nous savons qu'il est important de démarrer également l'accompagnement le plus tôt possible et que celui-ci ne s'arrête pas avec le décès de l'enfant, ce qu'a déjà dit Cécile et Marie. Bien au contraire, comme toute recherche, elle permet d'ajuster nos pratiques. Les enseignants, par exemple, ne font pas forcément par eux-mêmes, ils vont pas forcément par eux-mêmes nous recontacter. Et du coup, il y a certainement une réflexion à mener. Elle rejoint d'ailleurs celle qui a été menée pour les parents en deuil. Nous leur témoignons par exemple aux dates anniversaires ou à Noël nos pensées ou le possible accompagnement. Donc on envoie des petites lettres au quotidien, enfin pas au quotidien, mais en tout cas aux dates anniversaires pour leur dire qu'on est toujours là et qu'on pense à eux. De plus, cette recherche, en mettant en évidence les représentations des enseignants, vient reconnaître leurs besoins. Elle vient attester du vécu propre à chacun, mais qui permet à l'autre peut-être davantage de s'autoriser à évoquer son propre vécu.
La démarche de demander d'être accompagné devient alors certainement plus légitime. Je souhaite mettre l'accent aussi sur la catégorie mise en sens, qui me parle de ma pratique au quotidien, elle vient mettre en lumière le fait qu'accueillir cet enfant avec sa spécificité peut ne pas paraître évident, mais au final, cela revêt du sens pour l'enseignant. L'accueil de l'enfant dans une classe d'école confronte en effet l'enseignant ainsi que l'ensemble des personnes de l'établissement à leur propre représentation sur la maladie, la mort, la séparation. Ces représentations sont à interroger pour pouvoir être potentiellement en mesure d'être dépassées et ainsi que l'enseignant, notamment, puisse être toujours au plus près de l'accompagnement de l'enfant. Ainsi, il est possible parfois que leurs propres émotions les submergent, mais en acceptant d'accompagner cet enfant, l'enseignant a accepté surtout d'être enseigné par des événements de vie. Enfin, nous savons que mieux accompagner les enseignants permettra de mieux accompagner l'enfant. Merci de votre attention. Ouais, merci beaucoup à tous pour votre attention. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire, très riche, très précise sur ces résultats-là de cette étude pilote. Je trouvais que c'était une excellente idée. Je regarde, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à poser vos questions. On a encore 5 petites minutes pour un temps de questions. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant d'un point de vue méthodologique d'avoir pris ces deux groupes, des personnes des enseignants qui n'étaient pas confrontés avec ceux qui étaient confrontés, d'avoir ces a priori et les a posteriori. C'est vraiment très intéressant de montrer à quel point, pour ceux qui n'y sont pas confrontés, à quel point ça peut être difficile à imaginer, et donc tout le travail évidemment qu'il y a à faire en ce sens-là pour les y préparer. Et puis, oui, votre travail permet de vraiment bien rendre compte de toute l'émotion, mais à la fois aussi de l'enrichissement qu'il peut y avoir pour les enseignants qui y sont confrontés malgré les difficultés et tout l'investissement qu'ils peuvent y mettre. Ça m'a beaucoup impressionné. Je me posais la question et puis j'ai bien aimé aussi sur vos dernières diapos aussi tout l'intérêt de la recherche. Je pense que ça c'est très important et c'est très intéressant de le montrer tel que vous l'avez montré, de l'intérêt de la démarche même de recherche pour faire ces allers-retours entre les aspects plus théoriques et cliniques et pour ajuster ensuite les pratiques. Donc ça c'est pour moi une très belle illustration de ce que peut être, de ce à quoi peut servir la recherche dans ce domaine. Alors, il y a une petite question dans le chat qui rejoint une des questions que j'avais. Pourriez-vous nous indiquer dans quelle revue sont parues les 2 communications suite à cette étude? Et si vous pouviez nous en dire plus de manière générale sur la valorisation de cette étude, les publications qui sont prévues, et peut-être aussi les retours aux enquêtés, et puis les suites aussi de ce projet, vu que c'est une étude pilote, ce que vous avez prévu aussi pour la suite. Cécile, je te laisse répondre. Ou Nicolas, je sais pas. Alors, il y a 2 publications, une plutôt concentrée sur les confrontés qui est publiée dans un ouvrage collectif. Marie, il faut que tu m'aides, ou Nicolas, je ne sais plus quel est l'éditeur. Je crois que c'est je crois que c'est les presses universitaires de Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Et en tout cas, la parution de l'ouvrage en tant que tel est prévue, je crois, à la rentrée scolaire prochaine. Voilà, c'est une publication qui fait suite à une communication au congrès à Lausanne, où étaient Marie, Nicolas et Camille, je crois. Voilà, et là, donc c'est prévu. Et la deuxième publication qui porte plus sur les non-confrontés, on a choisi de séparer pour avoir capacité à gérer la densité des données. C'est dans une revue qui s'appelle ESASOS, et c'est un numéro spécial consacré à la mort. Et là, on n'a pas encore de retour. L'article est soumis, il est en cours d'évaluation, et je n'ai pas de retour sur le moment où ça va être publié, mais on ne manquera pas de vous tenir au courant au niveau de la plateforme pour que vous puissiez soit avoir un article, un lien, enfin voilà, qui vous permettra d'y accéder en ligne. On pourra... Voilà, c'est pas encore tout à fait paru, comme l'a dit Nicolas. C'est une étude qui s'est déroulée en fait l'an dernier sur un délai de 6 mois. Donc en fait, voilà, ça a été très très vite et donc on n'est pas tout à fait au bout des publications encore aujourd'hui. Pour la suite, Nicolas, tu veux parler un peu de la suite?
La suite, oui, bah, la suite en plus elle est en lien avec la plateforme. C'est vrai que là c'était un dispositif qui avait une vocation très exploratoire et on est sur une situation particulièrement rare, hein. Malgré tout, on ne fait pas les chiffres du nombre d'enfants accompagnés par les équipes de soins palliatifs pédiatriques et qui sont scolarisés, mais on imagine vraisemblablement dans la part des retours de certaines régions qu'on parle de quelques dizaines d'enfants dans chaque région par an. Je crois que c'est typiquement entre 20 et 30 dans la région Alsace, pour vous donner une idée. Mais en même temps, c'est une situation très intéressante parce qu'elle casse les frontières hôpital-domicile qui sont un peu très dichotomiques dans la scolarisation des élèves malades. Et donc, elle ouvre sur tout un continuum, la maladie grave, la situation palliative, le décès et l'après. Donc en fait, elle ouvre aussi plein de chemins pour étudier les réutilisations en milieu scolaire, pour étudier l'appréhension de la maladie grave, entre autres l'appréhension de la mort par les enseignants. Et donc pour parler plus concrètement, effectivement, on avait le souhait, sur la base de cette étude pilote, de pouvoir adjoindre un dispositif un peu plus quantitatif, éventuellement, sur le vécu des enseignants, de pouvoir interroger aussi les autres acteurs, se demander comment les camarades, par exemple, de ces élèves vivent la chose a posteriori, quelle relecture ils font des événements, quand si on les interroge dans le cadre de focus group 6 ou 8 mois après, de pouvoir interroger finalement le vécu des soignants aussi, des équipes de soins palliatifs pédiatriques, comment la coordination s'opère entre la psychologue, l'infirmière et le pédiatre, et comment ils appréhendent cela. Donc, dans le cadre de l'AMI, qui a initié la plateforme à l'automne dernier, on a soumis un dossier qui a été retenu pour justement envisager de porter un dispositif de recherche plus global qui s'intéresse à différents acteurs, qui puissent mobiliser de la psychologie, mais aussi de la sociologie des sciences de l'éducation, et qui, on l'espère, devrait faire l'objet d'une soumission auprès de l'INCa à l'automne prochain. Ok, très bien. Effectivement, je trouve que c'est aussi un bel exemple de travail pluridisciplinaire, interdisciplinaire, à la fois par le sujet même qui, comme vous venez de le dire, vient casser les dichotomies entre hôpital et domicile, mais aussi entre tout le domaine de l'éducation et le domaine de la santé. Donc, c'est un projet vraiment très porteur pour ça et aussi vous l'avez dit aussi, hein, aussi pour apporter cette question de la fin de vie et de la mort dans le milieu scolaire et chez les enfants, pour voir aussi comment c'est possible d'en parler et comment est-ce que c'est possible de s'y préparer, si on peut s'y préparer. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Je ne sais pas s'il y aura peut-être d'autres questions de dernière minute, parce qu'il est 13h30. Est-ce que vous avez eu des difficultés peut-être je vous pose une dernière question et puis après on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des difficultés sur le terrain, peut-être vous-même aussi en tant que chercheur et avec cette double casquette pour certains d'entre vous de psychologue et chercheur? Est-ce qu'il y a des moments aussi où même d'un point de vue méthodologique, vous avez rencontré des difficultés propres à cette étude-là que vous n'aviez peut-être pas rencontrées sur d'autres types de terrains? Marie, je te laisse répondre parce que c'est toi qui as été confrontée pour le coup. Comme l'a dit Cécile, dans les enjeux méthodologiques, là où moi j'ai été surprise, c'est sur les inquiétudes que pouvaient avoir les enseignants par rapport à d'autres études où j'avais eu à faire des entretiens avec des personnes endeuillées, par exemple, qui posaient beaucoup moins de questions, là, les enseignants avaient besoin vraiment d'être rassurés par rapport à ça. Donc ça, c'était effectivement assez nouveau pour moi, comment intégrer cette réassurance tout en gardant la démarche de recherche. Et ensuite, je dirais que d'expérience, il y a vraiment, c'est un cadre de recherche, c'est un cadre d'exploration. Donc, par la manière de présenter les informations, l'appel à recrutement qu'on avait diffusé, le temps qu'on prend pour poser les questions et un peu poser le cadre, fait que les entretiens étaient circonscrits à ce moment-là. Maintenant, effectivement, il y a eu des temps où
c'est plus la clinique, entre guillemets, qui revient. Il a pu avoir, par exemple, et ça c'était automatique, de toute façon, des temps de débrief aussi. Hein. Une fois que l'enregistrement était arrêté, quand on avait terminé l'aspect recherche, on prenait le temps de, voilà, débriefer un peu de comment ça allait. Pareil, quand même circonscrit dans le temps. On ne décale pas nécessairement sur un entretien clinique, mais vraiment de prendre le temps de voir comment les enseignants se sentent, mais comme tout participant dans d'autres études aussi. Je ne sais pas, Cécile, si tu veux rajouter quelque chose ou... En tout cas, moi, je trouve pour le coup, cette casette très riche et très intéressante pour mener justement ces entretiens-là. Non, j'ai rien à ajouter. Je rejoins ce qu'a dit Marie sur ces spécificités de population. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie à nouveau pour la qualité de votre travail et pour nous avoir amené à réfléchir sur ce sujet. Et puis, on suivra avec plaisir le déploiement des suites et de la continuation de vos recherches sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.